Bonjour et bienvenue au Coin du Feu, pour ce nouvel épisode un peu spécial des Annales d'Opale. Moi c'est Cook, et aujourd'hui comme d'habitude je suis avec Ethno. Salut. Et on est très heureux de vous revoir pour la rentrée, même si on a un peu de retard. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme dit l'adage. Ah, une longue période de vacances. Exactement, ouais, c'est ça. même si moi j'ai déjà repris, toi aussi je crois, donc... Ouais, mais après c'est le temps de s'en remettre dans le bain, quoi. C'est compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, comme on l'avait mentionné déjà plusieurs fois, on va faire un épisode hors série, peut-être le plus long de tous nos épisodes à venir. Ouais. Puisqu'on va tenter de définir ce que sont les littératures de l'imaginaire. Donc c'est un vaste sujet. À peu près, on a voilà. prévu 8 heures pour être large, et on s'est dit que si jamais fallait couper, on le ferait. Alors pourquoi est-ce qu'un sujet comme ça a besoin d'être traité, notamment par un podcast comme le nôtre ? C'est parce qu'on se réfère souvent à l'ensemble des ouvrages dont on parle comme faisant partie de quelque chose de plus global qu'on appellerait les littératures de l'imaginaire. Alors je mets bien au pluriel, littérature. Imaginaire, j'ai mis avec une parenthèse le pluriel. Mais bon, alors là, c'est des problèmes de détails dont on risque de pas trop traiter. Ouais, non, exactement. Il y en aura pour 12 heures, là. Alors, avant toute chose, on tient à préciser que on a construit cet épisode sur une discussion entre Ethno et moi, et absolument pas sur forcément des références scientifiques, des ouvrages, des anthologies, ce genre de choses. Certainement que tu en as lu, j'ai lu quelques articles également, mais voilà, on va pas... voilà, c'est ça, mais on n'est pas une conférence scientifique. Là, on se propose vraiment de définir ce que Ethno et moi on considère comme étant de la littérature de l'imaginaire, et pourquoi est-ce qu'on le considère en tant que tel, quelles sont nos pistes de réflexion. Et je pense que déjà là, il y a beaucoup à dire, même si, encore une fois, ce sera pas du coup exhaustif ni encyclopédique. Bah, il faut essayer de voir ça comme le reste des podcasts, en fait, c'est-à-dire assis au coin du feu en discutant, et voilà, sans prise de tête. On veut pas amener une réponse non plus définitive, parce qu'après, finalement, c'est qu'une question de point de vue pour tout le monde. Donc voilà, c'était vraiment histoire déjà de nous arriver à placer notre point de vue par rapport à nos chroniques dans le contexte de l'émission, vu qu'on parle que de littérature de l'imaginaire. Voilà, au moins pour savoir où c'est qu'on va, pour que vous sachiez où c'est qu'on va, et puis c'est intéressant d'avoir, parce que mine de rien, tous les deux on se connaît bien, même si on sait qu'on sera peut-être pas d'accord sur certains sujets, au moins là on aura un point de vue un peu plus approfondi sur la question. Sachant qu'on en a déjà parlé plusieurs fois entre nous, même sur ce sujet-là, on n'a pas un point de vue tout à fait identique. Et forcément, comme on en parle, le point de vue de l'autre finit toujours par nous influencer. Oui, parce que c'est vrai que des fois tu lis des trucs que t'étais pas prêt à lire et vice versa. Alors, pour commencer, on va faire assez classique, on va donner une définition préliminaire qu'on trouve assez facilement sur le net. Là par exemple, j'ai une page Wikipédia, mais je trouve que la phrase qui présente la littérature de l'imaginaire est assez symptomatique et en même temps finalement définit assez bien ce que c'est, et symptomatique du fait que c'est difficile à définir. Donc je cite: les littératures de l'imaginaire sont un ensemble de styles littéraires ayant pour point commun de faire évoluer le récit dans un univers physique et social entièrement construit par leur auteur. Donc c'est quand même une définition hyper large. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est un peu un piège à con quand même, il faut le dire. Hein. C'est vrai que c'est alors là où je suis ouais. assez d'accord, c'est que donc on a bien littérature au pluriel, c'est un ensemble de styles littéraires, donc on va revenir sur ensemble de styles littéraires, parce qu'effectivement les littératures de l'imaginaire regroupent, on va dire, plusieurs sous-genres de littérature, ayant pour point commun de faire évoluer le récit dans un univers physique et social entièrement construit par leur auteur. Là je suis un peu moins d'accord, même si je vois un peu où ça veut aller. Effectivement, quand on pense littérature de l'imaginaire, on pense souvent des mondes fantastiques créés par les écrivains et les écrivaines. Mais parfois, on n'est pas exactement dans ce type de construction. On peut être très bien dans le monde contemporain avec quelques variantes. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une construction par l'auteur ?
Parfois, on est dans des univers fantastiques, mais avec une construction de la société finalement assez classique, qui ressemble énormément à notre monde à nous. On peut penser à tous les univers médiévaux, par exemple, médiévaux fantastiques, qui vont vraiment se référer à la société féodale occidentale, par exemple. Donc là, je trouve que ça cadre pas trop avec leur définition. Ouais, ça ouvre quand même pas mal de questions, parce que ça, je pense qu'on en parlera un petit peu, mais tous les bouquins écrits finalement sortent de l'imagination de quelqu'un. Il y a forcément des choses qui ont été rajoutées, donc à partir de ce moment-là, ça rentre aussi dans le cadre de l'imaginaire. Mais est-ce que ça en est pour autant? Ça, c'est autre chose, ouais. C'est pour ça que c'est vraiment, c'est un peu un piège à con. Oui. C'est parce qu'elle est un peu large, donc ça crée forcément ça fait rentrer beaucoup de choses dedans, et en même temps, c'est pas tout à fait juste. Moi, j'ai tenté d'avoir ce qu'on appelle une approche diachronique, donc c'est-à-dire une approche historique des littératures de l'imaginaire. Donc je me suis posé la question, à partir de quand est-ce qu'on considère que ce genre littéraire existe? Et c'est une question qui est très difficile, parce que la chose qui vient assez vite à l'esprit, c'est tous les mythes et légendes que l'humanité s'est forgée au cours des siècles. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans la littérature de l'imaginaire? Avant même parler de styles plus modernes comme la fantasy, la science-fiction, ce genre de choses. Est-ce que déjà là, on n'a pas soit l'origine des littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire on pense aux récits oraux et pas forcément aux récits écrits, ou est-ce que il faut absolument, différencier les mythes des littératures de l'imaginaire? Donc ça, c'est une des questions qui m'est assez vite apparue comme étant assez importante. Et à ce moment-là, si on fait ce genre de distinction, on rentre encore dans une question plus complexe, qui est pourquoi est-ce qu'il existe des distinctions en littérature? Le truc très simple, littérature classique et jeunesse. Là, la distinction est assez évidente. Ouais. Une autre question, du coup, est conséquente de tout ça, c'est quelles sont les influences et les origines du coup du genre que sont les littératures de l'imaginaire. C'est-à-dire où peut-on trouver ces influences, quand et par qui. Donc là on est déjà dans des questionnements, je pense qu'ils trouveront pas de réponse totale, et je pense pas que ce soit faisable dans un podcast même après plusieurs heures. Ouais, clairement, ouais, parce que là, je pense qu'il y a vraiment un gros travail de recherche à faire, et puis finalement, est-ce qu'il y a vraiment une réponse à ça? Voilà, là, on est vraiment dans le point de vue, par exemple, moi, je considérerais bien, je sais pas, on prend les mythes grecs, par exemple, comme faisant partie de la littérature, des littératures de l'imaginaire. Ça me semble pas absurde. Non, mais après, c'est toujours pareil, je pense qu'il faut voir d'où ça prend sa source, parce que là, du coup, tu parles quand même dans la mythologie, ça parle des dieux grecs et des machins comme ça, donc on entre limite dans le récit après, pas biblique, mais... on est proche, c'est ça, on est proche des récits sacrés. Religieux. Mais à ce moment-là, par exemple, le mythe de Cthulhu, de Lovecraft... Est-ce que quelque part, on n'est pas aussi à un certain point jusqu'à un niveau de croyance, la création d'une mythologie contemporaine, et donc à ce moment-là, on serait aussi dans alors on n'est peut-être pas dans le sacré, dans le religieux, mais on est quand même il y a une cosmogonie, il y a un certain nombre de textes qui se rapportent aux mêmes créatures, à des références communes, et ça fait justement référence pour toute une partie de la culture populaire. Donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même type de récit à ce moment-là? C'est vrai. D'autant plus que Lovecraft c'est devenu quasi religieux, donc maintenant avec tous les adorateurs et les mecs qui sont vraiment fans du bonhomme, c'est vrai que des fois quand tu parles avec des gars, c'est limite si tu parles pas d'un dieu ou d'un machin comme ça, alors que il faut savoir faire la différence aussi, c'est-à-dire que les mythes, les récits mythologiques, déjà, si je me trompe pas, je veux dire, le mythe de Cthulhu, on sait très bien que c'est Lovecraft qui l'a écrit, et quand
alors que tout ce qui est récit mythologique, concrètement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des trucs oraux, il y a des trucs comme ça, donc pour vraiment remonter à l'origine de tout ça, déjà c'est un peu plus flou, et puis les buts étaient pas les mêmes. Enfin, que ce soit les récits religieux ou les récits de Lovecraft, concrètement, voilà, même s'il a créé une mythologie, les idées de départ sont vraiment Chez Lovecraft, pas les mêmes. il y a aussi une volonté de parler de la société dans laquelle il vit. Et pour un pan de la recherche sur les différentes mythologies qui existent, il y a aussi ce discours de les mythes racontent quelque chose sur les sociétés qui ont créé ces mythes. Parce que même si on n'a pas une date exacte et un individu exact qui a mis à l'écrit, par exemple, je sais pas moi, l'Edda poétique, en ce qui concerne des récits scandinaves médiévaux. Et encore que là, on peut avoir des pistes pour certains textes, enfin bon, après on rentre dans le détail. Mais là aussi, il y a quand même une communauté d'humains qui vont imaginer un certain nombre de récits qui vont parler de leur propre société. Donc pour moi, c'est difficile quand même qu'il y ait une cassure franche entre mythe et littérature de l'imaginaire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. De toute façon, on l'a dit, ce sera dur de trancher toutes les questions qu'on va se poser. Ouais, bah oui, parce qu'après, de toute façon, aux arguments, t'as toujours des contre-arguments, donc concrètement... Mais oui, sinon, je vois ce que tu veux dire. Après, là, on parle que littérature, enfin de mythe grec, hein. Je pense qu'on va en revenir vraiment au récit sacré, et là, je pense qu'il y aura d'autres trucs à rajouter, même si dans le principe, c'est grosso merdo pareil. Sachant que ces mythes, et tu parlais de religion, mais par exemple la Bible, servent souvent de matrice pour des œuvres contemporaines, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'histoires qui sont écrites dans ces ouvrages du coup anciens, antiques ou moyenâgeux, et on va récupérer un certain nombre de motifs qu'on va conserver ou modifier, et ça va faire de nouveaux textes, donc qui font parfois clairement référence à des textes plus anciens. Je pense à un truc évident, c'est le déluge dans la Bible ou l'Apocalypse. L'Apocalypse qui est soit a influencé un certain nombre de religions païennes au moment où le christianisme s'est implanté dans différentes régions du monde, soit inversement, ce serait le christianisme qui aurait peut-être influencé ces religions-là. Enfin, ça va dans les deux sens, quoi. Et aujourd'hui encore, des textes avec des comme point final, ou disons comme élément fondamental du récit, on a une espèce d'apocalypse qui détruit les sociétés humaines, et ensuite soit on a un après ou non, ça dépend des textes, mais c'est une idée. Oui, c'est même carrément ouais. Un thème à part entière dans la littérature de l'imaginaire, ça. C'est ça, le post-apocalyptique par exemple. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que on part de quelque chose qui est connoté religieusement, mais qui finalement aurait pu être présent dès l'aube de l'humanité, dans des récits préhistoriques, par exemple. Bon, là, on va avoir du mal à avoir des traces, étant donné que, à part des jolis petits dessins, oui, on n'a pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Et encore à retranscrire, ça doit être le bordel. Hein. Mais là, on touche en fait à un élément important de la définition des littératures de l'imaginaire, c'est l'aspect imaginaire. Puisque justement, on parlait des peintures rupestres, on est déjà là dans une forme de communication de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on va dessiner un animal, mais il n'est que la représentation peinte sur un mur de ce qu'on voit, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, de ce que la personne a vu, ouais, c'est ça. Et toutes les déformations, est-ce qu'elles sont dues au fait que la personne n'a pas le matériel pour dessiner, ou est-ce que lui-même a voulu le représenter d'une manière un peu stylistique? Enfin voilà, je pense que c'est difficile de trancher ce qui correspond à un effet d'imaginaire ou à une limitation de moyens, par exemple. Parce que, crois-moi, si c'était moi qui avais dessiné des chevaux dans les grottes, les mecs auraient jamais compris. À part des bonhommes bâtons, j'ai pas faire grand-chose. Un cheval bâton, le cheval bâton, c'est facile.
Un cheval bâton, ouais. Faudrait lancer le concept, ça. C'est pas mal. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, l'imaginaire et le récit sont des éléments universels de l'humanité. C'est-à-dire, quelle que soit la civilisation, quels que soient les individus, l'imaginaire est quelque chose qui existe toujours. Et qui a toujours été là, ouais. Mais à ce moment-là, si on devra englober, comme tu l'as dit un peu plus tôt, toutes les littératures. C'est-à-dire même celles qui parlent du monde contemporain, avec les détails les plus réels. Les seuls ouvrages à ce moment-là qui seraient pas dans l'imaginaire, et encore, on pourrait débattre, ce serait tout ce qui est documentaire, biographie, littérature scientifique. Naturalisme et tout. Ouais. Ouais, exactement, parce que de toute façon, je pense qu'on va devoir y venir, mais dans les livres, ce qui serait bien de rappeler aux auditeurs aussi, même si, je pense que ça c'est évident, c'est quand même les différents types de littérature qui sont définis comme littérature de l'imaginaire. Parce que du coup, finalement, on lit vraiment beaucoup de choses dans l'imaginaire, mais il n'y a que 3 ou 4 styles qui sont vraiment admis comme étant de l'imaginaire. Après, avec beaucoup de sous-genres, c'est comme en musique en fait, hein. On a vraiment des styles, après avec des branches qui partent, du coup ça fait un arbre énorme. Donc pour les citer, il y a la fantasy, le fantastique et la SF. Et après, c'est vrai que de tout ça, beaucoup de genres, comme le post-apo, ce qu'on disait tout à l'heure, les dystopies, après la hard SF, la dark fantasy, la fantasy épique, on passe tout ça, parce que sinon, c'est vrai qu'on en a pour 3 plombes. Mais au moins déjà pour donner un repère aux auditeurs quand on parle de littérature de l'imaginaire, je pense que c'est bien de dire que nous déjà sur le podcast, on parle grosso modo de ces 3 ou 4 branches, on va dire, familles, et que après c'est possible, selon les définitions qu'on donne au récit, qu'on parte sur autre chose. Mais pour la grande majorité des chroniques qu'on aura sur le site, ce sera pour ces 3 ou 4 Donc à ce moment-là, si on reste dans l'approche diachronique, ça voudrait dire que on considère la création des littératures de l'imaginaire on va dire au 19e siècle, un peu plus tard, 19e, 20e, donc notamment en Europe, avec tous les récits fantastiques, donc qu'ils soient anglais, allemands, français. Je pense par exemple au romantisme qui peut aller parfois vers un aspect un peu surréaliste. Donc là je parle pas du genre surréaliste, c'est encore autre chose, mais surréaliste, oui. On peut avoir une sorte de transcendance du réel, c'est-à-dire décrire une nature plus chatoyante et verdoyante qu'elle ne l'est, ou au contraire beaucoup plus rendre quelque chose de beaucoup plus menaçant que ce qu'il n'est, en utilisant les peurs et l'imagination pour proposer en fait des univers qui sont ancrés dans le réel, mais qui par ce jeu d'imagination vont devenir un peu autres. C'est ça, parce que du coup tu me fais penser en disant ça. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais moi l'un des premiers bouquins qui m'avait fait plus ou moins plonger là-dedans, c'était le Château des Carpates de Jules Verne. Je m'attendais vraiment à quelque chose de un truc vampirique, quoi, un château, les Carpates. Concrètement, je me suis dit bon, je vais y aller. Et du coup j'ai été vachement déçu de ce bouquin, parce que de mémoire il se passe vraiment limite pas grand chose. Pourtant c'est vrai que l'atmosphère, elle est quand même assez mystique. Voilà. Hein, après, c'est Jules Verne, ça vieillit comme ça a vieilli, on va dire. Mais concrètement, c'était quand même assez oppressant. Alors qu'au final, il y avait pas grand-chose. C'est un personnage intéressant à ce niveau-là, parce que est-ce qu'il est pas il a toujours été entre les deux, ouais. Un peu dans l'anticipation et la science-fiction, si on pousse un petit peu avec 20 milieux sous les mers, par exemple, en parlant d'un sous-marin qui peut... entre autres, ouais. Qui, à ce moment-là, ne peut pas exister en tant que tel dans le monde réel, tout simplement. Donc là, déjà, est-ce qu'on n'est pas dans les littératures de l'imaginaire ? Après, ça cadre à peu près avec la borne temporelle qu'on vient de poser, là, avec
cette idée que ça viendrait peut-être de l'Europe, les littératures de l'imaginaire, donc d'un point de vue tel que nous on le voit avec ces trois grands styles que sont la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Sachant qu'en plus, parmi les fondateurs, les personnes qu'on associe vraiment à la fondation du genre, on a quand même pas mal d'Américains, donc plus vers le 20e, donc les États-Unis, l'Amérique du Nord, avec Howard, Lovecraft, Ashton par exemple. Évidemment, on fait un crochet par la Grande-Bretagne aussi, avec Tolkien. Donc est-ce que si on va un peu plus de ce côté-là, est-ce que ce serait pas avant tout une création anglo-saxonne? Les raisons pour lesquelles assez tardivement en France on a considéré ces genres littéraires, enfin ces styles littéraires plutôt, comme faisant partie d'un tout, alors que peut-être que dans la littérature anglophone il y avait peut-être moins de... Enfin, c'était déjà considéré comme un genre unique, mais avec plein d'embranchements. C'est très souvent quand tu lis des interviews de personnes qui ont par exemple vécu la seconde moitié du XXe siècle. Moi, je suis né à la fin de la moitié, donc je peux pas vous dire, mais quand je lis des interviews, souvent ils disent que pendant longtemps, on a défini, je sais pas, le Seigneur des Anneaux comme étant de la science-fiction, comme étant un sous-genre de la science-fiction. Puisque la science-fiction, elle parlait déjà de choses irréelles qui n'existent pas, etc. Mais là, c'était son pendant le plus surnaturel, celui qui contenait le moins de science et de faits réels. Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre les pays, même actuellement, on pourrait imaginer, hein, pour définir ce qu'est de la littérature de l'imaginaire? Est-ce que déjà... je sais pas, en Allemagne, littérature de l'imaginaire, il y a un équivalent. Oui, ça c'est une bonne question, ouais. Ça j'en ai aucune idée par contre. Moi non plus. J'aurais pu aller chercher, je viens d'y penser en fait. Ouais, non mais tu vois, comme quoi le sujet est tellement vaste que c'est vrai que c'est compliqué de tout arriver à résumer comme ça. Mais pour aller sur un terrain qu'on connaît peut-être mieux, en anglais, je connais pas de terme pour remplacer littérature de l'imaginaire. Donc ça veut pas dire qu'il n'existe pas, mais... de ce que je lis, des interviews, des articles que je peux lire en anglais, j'ai jamais vu de terme englober ces trois genres que sont, les trois styles que sont la SF, le fantastique et la fantasy. Enfin, c'est fou ça quand même. D'accord, tu vois, je savais pas ça. Je pensais que c'était vraiment, c'était partout pareil. Je pense quoi. Que pour le lectorat, c'est quelque chose qui est relativement évident que ces trois familles dont tu as parlé font partie d'un ensemble un peu plus large, mais ça veut pas forcément dire que ça a été formulé. Tu vois que... Oui, parce qu'après au final, ça veut rien dire, ça veut tout et rien dire. Disons que nous, on regroupe ces genres, voilà, en disant les littératures de l'imaginaire, mais concrètement, ça change absolument rien en fait. Oui, c'est comme toute étiquette, elle a d'intérêt qu'à partir du moment où... il y a assez de personnes pour se référer à cette étiquette et pour avoir une définition commune pour que ça fasse sens et que c'est un intérêt. Et c'est peut-être là qu'on devrait peut-être plus se poser la question, c'est quel est l'intérêt, donc je disais un peu avant, d'avoir des distinctions en littérature, et plus particulièrement, quel est l'intérêt d'avoir un genre que sont les littératures de l'imaginaire. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, ça, concrètement? Je sais pas, c'est peut-être parce que, en tant qu'humain, on aime peut-être bien savoir où c'est qu'on met les pieds, et on met des définitions sur, grosso merdo, à peu près tout, pour essayer de, justement, tu parlais d'étiquettes, de ranger ça dans des cases, parce que, concrètement, je pense qu'on est fait comme ça, tu vois. Après, il y en a qui s'en foutent des étiquettes, mais ces personnes qui vont me dire ça, ils sont obligés, quand même, je pense, de coller des étiquettes sur des choses, pour arriver à les ranger, les catégoriser et tout ça, machin, et la différence entre un récit de science-fiction, de fantasy, de fantastique, moi concrètement, à part le genre vraiment en lui-même,
ça m'avance à rien, à part quand j'ai envie de me dire, bah tiens, je lirais bien un peu de fantasy, ou tu sais, je lirais bien un peu de fantastique, parce que ça a des codes, voilà. Mais je veux dire, concrètement, ça s'appellerait autrement, je pense que ça je vais faire mon rien, analogie préférée, je m'en sers souvent en musique, mais ça marche aussi pour la littérature. Les étiquettes, donc pour la littérature, donc je sais pas, déjà il y en a toutes sortes et tout le monde n'a pas les mêmes, mais on a quand même globalement des grandes étiquettes qui permettent à la plupart des gens de s'y retrouver. Je sais pas, on prend le polar, la science-fiction, la biographie, et je sais pas, les sciences humaines par exemple. Bah, c'est un peu la même distinction qu'entre tes slips et tes chaussettes. C'est-à-dire que ce sont tous les deux des vêtements, mais si tu mets des slips à tes pieds et des chaussettes pour le bas du ventre, bah tu seras mal habillé et du coup c'est important de savoir les différencier, donc les classifier, pour les ranger, pour les retrouver facilement le matin, hein. Et si tu dis à ta femme t'as pas vu mes chaussettes, qu'elle te sort pas, je sais pas, un t-shirt ou un pantalon, voilà. Donc les étiquettes, elles servent à nommer quelque chose, et donc je reviens à ce que je disais un peu avant, ça définit un certain nombre de caractéristiques qui permettent de savoir, ah tiens, ça c'est des chaussettes, ça c'est un pantalon, ça c'est un bonnet. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Exactement, ouais. Et je ferai attention demain en enfilant mes chaussettes, et pas les mettre à la place de mon calfouette. Tu verras, c'est très désagréable. Ah bah j'imagine, mais bon, ce qui m'inquiète, c'est que voilà, t'as l'air de maîtriser le sujet. Tu sais, quand il faut expliquer des choses simples à des gens qui comprennent pas grand chose, il faut se servir des éléments les plus simples, tu vois, qui parlent à peu près à tout le monde. Oui. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Mais je suis tout à fait d'accord. Donc finalement, ça sert pas à grand chose, parce que visuellement, je sais différencier un caleçon et des chaussettes. Mais au moment où j'en parle, bah c'est le langage humain, hein. En fait, on définit le mot chaussette, il renvoie un certain nombre de caractéristiques, et toutes les personnes qui partagent le même langage vont comprendre la même chose si je dis des chaussettes. Et très souvent, il y a voilà, création d'humour ou d'incompréhension quand deux personnes n'ont pas exactement la même définition d'un même objet. Voilà, pour se donner une idée de ce que ça peut donner, quoi. C'est créer de l'incompréhension, ouais, c'est ça. Donc voilà, l'importance de tout ça, au final, c'est simplement de pouvoir dire, bah voilà, j'ai lu ça, machin, et de pouvoir arriver à catégoriser les choses. C'est ça, en fait, et pouvoir, là, par exemple, quand nous on fait le podcast, c'est important pour nous de catégoriser un certain nombre de styles, puisque ce sont des boîtes à outils qui nous permettent d'éviter d'avoir à chaque fois à tout redéfinir. Parce que si demain... allez, je suis fou, je chronique le Seigneur des Anneaux. Si je suis obligé je peux dire simplement, fou, ouais. C'est le livre fondateur de l'Heroic Fantasy, par exemple. Bon, déjà, on pourrait nous tomber dessus parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais partons du principe qu'il y a quand même un consensus. Quand je dis Heroic Fantasy, je n'ai pas besoin de définir ce qu'est Heroic Fantasy, parce que théoriquement, tout le monde sait ce qu'est de l'Heroic Fantasy. Alors, c'est pas si vrai. Et je pense que ce serait important qu'on définisse un peu ces sous-genres-là, peut-être dans un autre épisode, sinon ça va vraiment être très long. Mais l'Heroic Fantasy regroupe un certain nombre de caractéristiques que j'aurais pas besoin de lister au moment où je vais parler du Seigneur des Anneaux, et du coup ça va me laisser du temps pour m'intéresser à des aspects qui me paraissent plus importants que savoir exactement comment le qualifier et comment le ranger. Mais je l'ai quand même rangé pour que, quand j'en parle, toi, moi et les auditeurs, on a une idée en fait de où on en est. Savoir, ouais, exactement. Exactement, ouais. Donc au final, pour répondre à cette question, je pense que ça a d'importance uniquement dans un but de se faire comprendre quand on en Alors parle. Ça c'est le premier but, mais je pense qu'il y a un autre objectif qui est beaucoup plus terre à terre, qui est la vente et le marketing des livres. Tout simplement, parce qu'on reste, nous on s'intéresse principalement à l'aspect artistique, oui. Mais ça reste une industrie et un gagne-pain pour beaucoup de personnes, la littérature. Et il faut pas l'oublier, parce que là, dans ce cas précis, si j'entre dans une librairie et que je me définis comme étant lecteur de science-fiction, la personne qui va être mon interlocuteur ou mon interlocutrice va déjà pouvoir m'orienter par rapport à ce que j'aime, en fait, à l'idée, ou du moins l'idée qu'elle se fait de ce que j'aime.
Parce que je peux très bien lire de la SF et puis aimer quelques polars. Enfin voilà, la question est pas bien sûr, est pas fermée. Mais au moins si j'arrive en disant ça, ou que je donne un certain nombre de références, les derniers livres que j'ai lus, etc. Ça donne déjà une idée vers quoi est-ce qu'on peut m'orienter pour que la personne puisse vendre un livre et que moi je lise un livre qui me plaise. Tout simplement. Et l'aspect marketing, elle est encore un peu plus importante, entre guillemets, on va dire, parce que surtout aujourd'hui, avec tous les canaux de communication qu'on a, l'information elle est noyée. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez facile de trouver ça sur le net en termes de parution par an, ne serait-ce qu'en France, de romans, sans même parler des romans traduits. C'est énorme. Ouais. C'est absurde en fait. On en est vraiment à un niveau absurde. Et comment on fait? Ouais, c'est ça, vraiment. Ah, ça dégueule, ouais. Et à ce moment-là, c'est difficile du coup de pouvoir jauger de la qualité de tous les ouvrages. Bon, après, on peut se renseigner. Par exemple, on peut écouter un super podcast comme les Annales d'Opale pour s'orienter sur certaines lectures. D'Opale, hein, exactement. C'est ça. Exactement. Les meilleurs. Les plus à la pointe de l'actualité d'ailleurs. mais voilà, chaque sous-genre a ses canaux d'information. Il y en a des plus ou moins privilégiés, disons des plus ou moins reconnus et considérés comme faisant un travail sérieux, etc. Mais bref, même en fait dans l'information et la recherche d'information, on peut être noyé maintenant. Donc un bon moyen de mettre ton livre en avant, c'est de le mettre dans sa niche, vraiment la plus petite possible, pour qu'elle trouve son lectorat minimal, en fait, pour être sûr de rentabiliser au moins ça. Et c'est d'autant plus vrai dans la littérature de genre que sont les littératures de l'imaginaire. Quand je dis la littérature de genre, c'est un peu comme pour le cinéma, c'est-à-dire que c'est... et d'ailleurs, c'est les mêmes, hein, la science-fiction, la fantasy, le fantastique. Ce sont des genres qui vont être orientés d'abord vers des connaisseurs, des amateurs de ce type de récit, d'univers. Et si après on peut parler à un plus grand nombre, tant mieux. Je pense par exemple aux films de super-héros, qui sont à la base faisant partie de la littérature des littératures de l'imaginaire. Ça par exemple on n'en a pas parlé, mais c'est un grand sous-genre à part entière aussi. Qui est ni du fantastique, ni de la fantasy, ni de la science-fiction finalement. Ouais, d'ailleurs, parce que ça, c'est une question que je voulais te poser aussi. Est-ce que tu considères, par exemple, tout ce qui est comics, manga et tout ça, comme de la littérature fantastique ou même faut les BD, distinguer le média, les médiums des genres, en fait. J'avouerais que ça m'arrangerait que tu me dises oui, parce que j'ai envie de chroniquer un comics. Donc, si tu me dis non, concrètement, je peux balancer ma Je vais te donner un exemple. Globalement, surtout pour le comics et le manga, on est... le manga, je pense, c'est la partie qu'on envoie en France et en Occident plus généralement. En général, on est sur des univers, des variantes de notre propre univers ou des univers complètement créés. Ok. Pour la bande dessinée, c'est un peu différent. Tu prends Tintin, on est clairement plus vers un univers réel, mais il y a quand même des fois des mystères, des choses pas toujours très ancrées dans le réel. Même si en général on finit quand même par voir que c'est une machination, une manipulation qui a apporté l'aspect fantastique. Mais on est déjà un peu dans le fantastique finalement. Oui. Même, attends, parce que là tu me dis ça, mais je pense à Vol, enfin, manque de bol pour toi, je connais un petit peu Tintin, et je crois que c'est pour Vol 714 pour Sydney, ou quelque chose comme ça, où il termine quand même avec des extraterrestres. D'accord, on peut même mettre un peu de SF. Donc là concrètement, l'idée c'est que dans la bande dessinée on peut quand même avoir carrément, j'ai l'impression, mais encore une fois c'est parce que on est plus exposé à ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'ouvrages ancrés dans le réel, mais même là en général avec le dessin on a une représentation du réel du dessinateur, donc on n'est plus vraiment dans la réalité. Et pour les mangas par exemple, j'en ai un qui me vient en tête, c'est comment il s'appelle ce manga ? Je vais pas retrouver le titre, mais en gros, on suit un homme d'affaires qui est dans le textile, je crois, qui se balade au Japon, et je crois plus particulièrement dans Tokyo et ses alentours, mais je crois peut-être qu'il va plus loin, je me souviens plus. Et en gros, tu suis
c'est focalisé sur les moments où il va manger dans différents restaurants. Et du coup, t'as différentes ambiances, différents plats de la gastronomie japonaise qui te sont décrits, etc. Et là, il y a absolument rien de fantastique, de fantasy, de SF. Donc ça existe aussi. Après, je pense qu'on en revient à ce qu'on disait plus tôt dans le podcast. C'est-à-dire, je pense que c'est une histoire de thème aussi. Parce que les thèmes, je pense qu'on va en parler. Parce que ce soit, donc du coup, en manga, je prends au hasard Berserk. Et je sais que t'es amateur en BD de Druillet. Parce que je suis aussi un gros amateur de... Là, c'est peut-être le seul manga où j'ai eu j'en ai eu en physique. Je les ai plus, mais j'en ai eu. Ah ouais, non, c'est monstrueux ça. Donc là, on est carrément sur de la dark fantasy, hein. Oui, ça inspirait vraiment beaucoup de choses. Et Druillet, on est carrément sur de la SF. Donc là, et tu vois, ça reste format et BD et manga. Donc là, concrètement, moi personnellement, en tout cas pour les Annales d'Opale, je le considérais comme une littérature de l'imaginaire. J'y hésiterais sans aucune seconde bien sûr, de chroniquer de ça. Oui. Parce que du coup, c'est des thèmes qui sont chers aux bouquins qu'on lit. Oui, c'est pour ça que je dis bien, il faut distinguer le support comme tu dis, des thèmes. C'est que finalement, c'est la même problématique avec le cinéma, ou surtout le cinéma en fait, où le problème se pose également. C'est que un film, c'est un film, et après il a un genre. Un livre ou une BD, ce sont des supports, et ils peuvent être classés dans différents genres suivant ce que l'ouvrage propose. Donc c'est clairement pas une question de support, ça c'est clair et net. Ensuite, comme on l'a dit, il y a pour ce qui est de la bande dessinée, du manga ou du comics, j'ai l'impression quand même que l'imaginaire, enfin ce qu'on va retrouver dans les littératures de l'imaginaire, donc sous forme de romans, sont beaucoup privilégiés. Ou je sais pas, tu rentres dans un magasin qui fait par exemple que de la BD, t'as quand même beaucoup d'ouvrages qui sont basés sur des univers fantastiques, de SF, de fantasy. Les comics sont quand même en général assez reconnus pour présenter les histoires de super-héros, qu'on peut clairement pas mettre en dehors des littératures de l'imaginaire. Non, ça c'est sûr, ouais, carrément, ouais. Mais après, est-ce que c'est pas aussi une question de mode, en fait, au final, parce que tu disais quand tu rentrais dans les librairies, on y était vachement exposé, mais j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus. Moi, c'est-à-dire que depuis le moment où j'ai commencé à lire, c'est-à-dire dans les années fin des années 90, début des années 2000, tu vois, il y a eu une explosion de tout ça et on n'était pas aussi exposé. Il y avait oui, c'est vrai que les auditeurs ne savent peut-être pas, mais on a quand même une grande différence d'âge. Mais au final, même peut-être toi, je sais pas si t'as remarqué dans les années 2000 aussi, ça a beaucoup cette tendance-là. Mais là, dans les dernières années, c'est ça. C'est-à-dire que tu parlais les maisons d'édition, mais je pense qu'elles sont pas malheureuses en ce moment. Hein. Parce que comme il y a une surproduction, ça devient difficile. Il y a quand même beaucoup de sorties encore. Ouais, voilà, et cette surproduction, justement, tout à l'heure, je sais plus ce que tu disais, ça m'avait fait tiquer, mais... Alors oui, il y a énormément... on disait que ça dégueulait, limite, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, qu'il fallait savoir repérer, en gros, ce qui était bon, ce qui était moins bon, mais... pour faire une analogie un peu comme toi, tout à l'heure, et encore là, bien que ça soit un cas concret, moi, quand j'étais petit... Ma grand-mère, elle lisait beaucoup les... je sais pas si t'as connu ces trucs, les Harlequins, c'était le roman de gare. J'ai pas connu, mais je vois ce que c'est, ouais. C'est des trucs écrits avec... ces trucs écrits avec les pieds... sans grand intérêt. Après, à part passer du temps dans la gare en attendant ton train, bouquiner c'est l'équivalent de la vidéo YouTube que tu regardes en attendant. Et j'ai l'impression que... En gros. Voilà, ça, maintenant, le support a peut-être changé, mais en tout cas, j'ai l'impression que certaines grosses boîtes d'édition spécialisées dans le fantastique, fantasy, tout ça, machin, sortent aussi ce genre de bouquins prêts à consommer, c'est-à-dire que voilà, tu fous un magicien qui doit sauver le monde et tout machin, tu vas foutre ça sur 5-6 tomes, ça va fidéliser les gens et du coup ils vont les acheter sans pour autant que ce soit bon. Dans mon entourage, j'ai des personnes qui lisent quand même pas mal.
et qui tombe des fois sur ces bouquins, et ben je te jure que la plupart du temps, quand je lui dis bon bah t'as lu ça, et pourtant j'ai juste vu la couverture, hein. Elle me dit non mais bon je me suis arrêté, c'était pas top. Je dis, bah ouais, parce que je pense que c'est voilà, c'est du apprendre, à acheter et à virer oui, après. De toute façon, donc, c'est symptomatique de la société de consommation dans laquelle on vit, et d'où l'intérêt justement d'avoir ce mot littérature de l'imaginaire pour pouvoir marketer ensuite ton produit, et avec les sous-genres que ça implique, parce que souvent on parle pas de littérature de l'imaginaire en dehors des sites un peu journalistiques, le genre de podcast qu'on fait, enfin de gens qui essayent de parler de quelque chose de global. Hein, une maison d'édition, elle va te... Ouais. Bah, est-ce que ce dont tu parles, ça me fait beaucoup penser à la Bitlit, enfin, tout ce qui est young adult, ce qu'ils appellent young adult. Déjà, quand le mot est en anglais, c'est dangereux. Donc, mais dans ce genre-là, je suis sûr que t'as des trucs qui sont très bien, et beaucoup de choses qui sont vraiment très moyennes, voire complètement nulles. Mais le fait de le marketer dans ce marché-là, ça permet, comme tu l'as dit, de le vendre à un certain nombre de personnes qui vont être fidélisées et qui vont juste lire ça, et bon, eux ils seront divertis, mais ils vont pas chercher à comprendre plus loin. Enfin, pour eux, le terme littérature de l'imaginaire, ça leur parlera pas. Enfin, tu vois, c'est... Nous on parle aussi de ça parce qu'on est intéressé par l'ensemble de ces genres. Je pense que ça joue pas mal. Oui, et les thèmes qu'ils abordent aussi, encore une fois. Et le sérieux avec lequel c'est abordé, parce que tout à l'heure aussi, pour essayer de glisser un petit peu vers une question que tu posais, c'était la différence entre jeunesse et classique, enfin littérature. Ouais, c'était pour donner un exemple de pourquoi il y avait cette distinction-là, qui me paraissait assez claire. C'est que la littérature jeunesse, c'est avant tout destiné aux jeunes, et les classiques, ça va être avant tout destiné à des gens qui savent déjà lire des choses un peu plus comment dire, touffues. Mais c'est pas parce que t'es un adulte que tu peux pas lire un roman jeunesse. Ouais, voilà, ouais. Et on a tous lu dans notre adolescence des classiques pour l'école. Donc c'est pas une distinction, une coupure totale, quoi. T'as pas une interdiction de passer de l'un à l'autre. Mais au moins ça permet de s'orienter quand t'es dans une librairie. Et en plus, ouais. Mais c'est sûr, et il y a une tendance qui s'inverse. J'avais lu ça justement quand je préparais un peu le dossier. C'est-à-dire qu'avant, les parents, ça se faisait pas trop que les parents chopent les livres de leurs gamins pour les lire, alors que maintenant apparemment ça se fait de plus en plus, et c'est là où on voit aussi que c'est en train de prendre une autre ampleur, c'est-à-dire que maintenant tu prends les Harry Potter qui à la base sont quand même destinés aux plus petits, et ben ça fait un carton auprès des... Et je te dirais limite que même les plus fans sont les plus vieux d'entre nous, tu vois. Donc c'est complètement ça. Moi je l'ai lu, le premier Harry Potter, je l'ai lu au collège. Le 4 était déjà sorti, donc j'ai lu du 1 au 4 d'affilée. Et je me souviens qu'une fois que j'avais terminé le 4, le 5 est sorti des années plus tard. Et quand il est sorti, j'ai lu 2 lignes et j'ai fait non, mais ça m'intéresse plus. Et parce que j'avais lu déjà pas mal de récits de science-fiction, de fantasy, de fantastique, qui me parlaient beaucoup plus à ce moment-là. Et Harry Potter, c'était plus du tout, sans aucun jugement de valeur sur la qualité, etc. Mais c'était plus du tout un truc qui me parlait en fait. Alors que mes parents, enfin surtout ma mère, elle a continué à les lire quand ils sortaient, et elle a apprécié, etc. C'est vrai que moi, à partir du 4, je devais, je sais pas, avoir 13-14 ans. Après Harry Potter, ça m'a plus jamais reparlé, même j'ai déjà vu les films par exemple. Je peux clairement te dire que ça m'intéresse pas. Après, je passe pas un mauvais moment, mais que ce soit là ou pas, c'est pareil, quoi. Alors que c'est vrai que souvent les gens un peu plus vieux, qui étaient déjà adultes quand ils ont commencé à lire ça, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'attachement que pas mal de gens de ma génération. Et là, je mets des gros guillemets, parce que je connais aussi des gens de ma génération. Ouais, j'imagine aussi, ouais. Ouais, c'est sûr, mais je pense que c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Tu vois, Harry, quand tu commences et que t'es adulte, quand même, pour les parents, en tout cas, pour les personnes qui ont des enfants, peut-être cet attachement-là, en se disant, tu le vois grandir et tout, c'est cool, rentrer à l'école, et tu peux faire l'analogie avec ta propre vie en fait. Et ce qui est fort dans Harry Potter aussi, c'est que quelque part ça mélange deux genres, c'est-à-dire que c'est un monde
et imaginaire et réel, parce que à chaque intro de bouquin, entre guillemets, il y a une partie qui se passe dans le monde réel, dans le monde moldu, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et même après, ça switch dans les récits. Il y a ça, et en plus le fait que une des forces d'Harry Potter, c'est d'être intergénérationnel. Donc il y a aussi une sorte de comment dire, d'affection d'affectivité qui se crée entre l'ouvrage, les enfants, les parents, voire les grands-parents. Enfin, tu vois, ça permet aussi d'avoir une sorte de... C'est ça, exactement, ouais. Ouais, de lien avec un livre. Ça, c'est évident. Exactement, ouais. Bon, on a brassé pas mal de trucs. Je pense qu'on peut arriver à définir quelques critères quand même de la littérature de l'imaginaire, puisque finalement il y a que ça qui permet de savoir si on est dedans ou pas. Et si on arrive à en définir des critères, ouais. Et qu'on est à peu près d'accord sur ces critères-là. Alors moi je m'étais posé la question en reprenant les idées de Tolkien sur les contes, et donc plus globalement sur ses œuvres, quand il parle de mondes secondaires. Donc je rappelle, les mondes secondaires, ce sont des mondes qui fonctionnent à eux seuls en tant que tels, en dehors de notre monde à nous. C'est-à-dire c'est des mondes créés donc par l'auteur, et qui ont une histoire, qui ont différents peuples, des manières différentes de vivre pour ces peuples que ce qu'on connaît nous. Donc là on se rapproche un peu de notre définition de départ. Et une de mes questions c'était de savoir, est-ce que c'est la seule caractéristique indispensable pour faire partie des littératures de l'imaginaire? Et à ce moment-là, j'en reviens à mes problèmes. Que fait-on du monde réel déformé, donc qu'on retrouve très souvent dans les ouvrages, les nouvelles fantastiques par exemple? Et est-ce que tous les romans, au bout d'un moment, ne présentent-ils pas un monde secondaire? Donc, je sais pas, je prends Sartre, par exemple. Est-ce que, quand il nous parle de son enfance, dans un de ses ouvrages, et de la vision qu'il avait du monde à ce moment-là, on n'est pas déjà dans une sorte de monde secondaire, donc un monde réel déformé? Ouais, parce que c'est ce qu'il nous présente. Après, oui, enfin, si tu prends le bouquin en tant que tel... oui, mais si tu prends la vision d'un enfant qui te raconte ça, concrètement, c'est juste quelque chose de déformé. Donc, c'est compliqué comme question quand même. Bon, est-ce que tu es d'accord sur le fait que le monde secondaire est une caractéristique indispensable? Je te dirais que oui. Après, c'est pas que oui. Alors oui, mais pas que. Donc il y aurait d'autres critères pour toi. Ça te va comme... Eh ben, si on part du principe que un auteur te plante un monde, d'accord, ouais. Quelque chose, voilà, mais que finalement les problèmes et les thèmes abordés, les problématiques sont quelque chose que tu vas retrouver dans notre monde, personnellement je te dirais que moi je me ferais chier. Parce que tant qu'à faire quelque chose d'imaginaire, on va dire, autant jouer avec ce qu'il y a dans le monde, avec les problématiques que ce monde-là te présente. Oui, mais par exemple, tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, en général, les problématiques présentées dans les ouvrages qui sont de la littérature de l'imaginaire sont des métaphores pour le monde réel. Enfin, tu prends tous les problèmes, je sais pas, tu prends deux peuples avec des problèmes d'intégration, etc. On parle de problèmes d'intégration, et ça, dans le monde réel, ça existe. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas un critère qui peut fonctionner, sachant que même si on parle d'imagination et d'imaginaire, l'être humain crée forcément des choses dont il peut pas créer quelque chose que l'imagination humaine ne peut pas imaginer. Tu vois, c'est un peu con à dire, mais tout ce qui existe dans les littératures de l'imaginaire, pour moi, quelque part, elles ont un potentiel d'exister, puisque l'esprit humain peut l'imaginer. Alors après, pour passer de la théorie à la pratique, ça pourrait demander 10 milliards d'années, ou de changer de planète, ou de faire des voyages dans le temps, mais
en soi, le fait de pouvoir l'imaginer le rend quelque part à moitié réel, du fait que bah si mon esprit peut y penser, c'est que c'est transférable dans le réel quelque part. C'est sûr, parce qu'après ça me fait penser, parce que tu me dis à une nouvelle d'Asimov, il me semble, que alors moi personnellement j'avais pas accroché, hein, mais qui présentait deux entités avec des codes sociaux, tout ça, machin, même limite de la reproduction, mais c'était des formes qui étaient pas humanoïdes, c'était des formes qui n'avaient rien à voir avec ce que nous on pouvait connaître. Le mec a carrément inventé ça et arrivé à poser ça sur papier. C'était vraiment étrange comme truc. D'ailleurs, je me souviens plus du nom de cette nouvelle. Mais je connais pas là assez pour le coup, c'était vraiment. Ouais, je retrouverai puis je te dirai ça la prochaine fois. Mais là pour le coup, ça rejoint totalement ce que tu disais, c'est-à-dire que le mec, il a créé quelque chose qu'on n'est limite pas capable, enfin, ou qu'on imagine difficilement, et arriver à le retranscrire dans un texte. Donc je te rassure, hein, ça durait pas non plus 70 pages, hein, parce que ça aurait été complètement imbuvable sinon. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, quoi. Alors ça c'est... Du coup, ouais, niveau caractéristiques, on est très limité aussi, du coup, parce que si on parle juste de monde secondaire, là déjà, faut aussi définir ce qu'on fait rentrer ou pas dans les mondes secondaires. Donc moi, je m'en tiens à ma définition, je vais jusqu'au monde réel déformé. Pour moi, ça rentre dans les littératures de l'imaginaire. Donc par exemple, la métamorphose de Kafka que j'avais chroniquée, c'est pas pour rien que je l'ai chroniquée dans les Annales d'Opale, c'est que je considère que un être humain transformé en insecte dans un monde réel, on est dans les littératures de l'imaginaire. Juste ce petit changement suffit à faire basculer l'ouvrage d'un genre à l'autre, on va dire. Sachant que ça reste un classique. Tu vois, donc là aussi, on a c'est vrai pas que c'est assez marrant. Ouais. Enfin, le mélange des étiquettes est possible aussi. Ce serait une sorte de slip chaussette. Si Bien sûr. Un collant. Voilà, c'est un collant en fait. Ouais, un collant. Voilà, ouais. C'est le mix des deux, quoi. Exactement. Avec les avantages de l'un et de l'autre. Justement, d'ailleurs. C'est vrai ça, donc pour l'hiver. Pour rappeler à l'auditeur aussi, du coup, une définition vraiment sommaire du fantastique, parce que ce que tu dis là, le Kafka, moi aussi, ça m'a fait tiquer, mais je me suis dit, on est totalement dans ce genre-là, parce que dans le fantastique, c'est un élément irrationnel qui fait éruption dans le monde réel. Ah, ça, c'est une bonne définition de l'école. Un certain malaise chez le lecteur. Ah bah ouais, ça c'est du l'internet, hein. J'ai trouvé ça sur l'internet et du coup voilà. Ouais, c'est propre. Donc on est carrément dedans, puis on est carrément dans un genre littéraire. Donc tu pouvais pas te tromper en fait au final. Non, je savais un peu où j'allais quand même. Ah bah ouais, je suis pas complètement fou. Je connais la bête. Pas complètement. Mais un truc qui va peut-être encore plus parler aux auditeurs, il y a un certain nombre d'ouvrages de Voltaire qui pourraient rentrer dans les littératures de l'imaginaire à ce moment-là. Ah ouais. Tu prends, je sais pas, Candide, t'as des éléments un peu fantastiques. Mm-hmm. Tu prends la princesse de Babylone, c'est pareil, t'as des éléments qui peuvent faire penser au fantastique. Donc après c'est lié avec tout l'orientalisme et ce que ça engendre sur l'influence sur l'écriture avec un Orient fantasmé, etc. Donc peut-être que dans leur tête on n'était pas dans les littératures de l'imaginaire puisque a priori le genre n'existait pas. Mais si on regarde bien, on n'est pas loin quand même. Ouais, oui, je pense qu'on est même carrément dedans, parce que voilà, c'est quand même un élément qui fait pencher le récit de ce côté-là, donc après je pense que c'est une question de tolérance aussi, tu vois, quelque part. C'est ce que j'allais dire, c'est que finalement ça dépend après à chacun de mettre la limite. Moi je suis très large sur l'acceptation dans les littératures de l'imaginaire. Ouais, c'est pareil. Parce que pour moi c'est vraiment un terme contemporain qui parle vraiment de choses qui sont au-delà du quotidien et de la réalité pure et dure. Par exemple, je mets pas les polars dedans parce que tu peux avoir une partie fantastique, mais le principe même du polar et de la peur que ça peut te donner ou l'excitation que ça apporte, c'est le fait de se dire ça pourrait arriver dans le monde réel. Là où justement
le fantastique, on y est presque, mais pas tout à fait. On a toujours quand même cette idée qu'on est dans un univers au moins parallèle au nôtre. Ou à une déformation de la vision du réel. Voilà. Si on veut être plus précis pour le fantastique, qui peut toujours poser débat, puisque l'idée du fantastique, c'est quand même qu'on doit toujours douter de savoir si ça s'est pas produit ou non. Mais c'est parce qu'on a une déformation de la réalité qui nous fait douter. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai chroniqué des contes, parce que pour moi ça fait partie des littératures de l'imaginaire, mais le conte est aussi un genre à part entière, pour le coup. Qu'est-ce qui pourrait être plus clair dans ce type d'exemple? Non, et puis le conte, pour moi qui suis papa depuis pas longtemps, je pense que les contes, c'est peut-être même la base de la littérature de l'imaginaire, pour moi personnellement, parce que ça a quand même pour but d'éveiller l'imaginaire des enfants à la base. Oui, il y a même des théories dans ces champs de recherche, donc les contes, etc., qui considèrent que ce sont des versions actualisées, donc au moment où ça a été écrit, de mythes plus anciens. On peut en retrouver des traces pour certains récits, peut-être pas pour tous, et ce serait encore à voir si c'est vraiment le but des auteurs à l'époque où ils l'ont écrit de faire cette actualisation. Mais reste que on a une suite logique entre le mythe, le conte, et ensuite aujourd'hui la déformation des contes, parce que t'as aussi beaucoup d'ouvrages qui jouent sur comme aller puiser dans les textes que sont les textes religieux que sont la Bible, le Coran ou ce genre d'ouvrages. Encore que je connais surtout pour la Bible. Pour les autres, je suppose que ça existe aussi, mais je suis moins au fait de ce type de déformation et d'influence. Mais aujourd'hui, on a aussi tous ces courants qui vont puiser dans les contes et essayer d'en faire des choses plus actuelles. Ça évolue avec le temps aussi. Oui, oui, ça c'est clair. De toute façon, là, on parle de littérature, c'est quand même un art qui existait avant Jésus-Christ, hein. Donc, ouais. Ça commence à faire un petit moment. Il s'en est fait des choses, hein. Ça c'est. Ouais, exactement. Donc voilà, pour les contes, en tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est limite la base de la littérature de l'imaginaire, vraiment, quand on parle de littérature, tu vois ce que je veux dire? Okay. S'il y avait un début à ça, pour moi, les contes, après, ça évolue limite avec les personnes qu'on est, parce que je pense que on a tous eu des contes quand on était gamin. Après, on a pris notre indépendance, on a lu des trucs qui nous plaisaient de plus en plus, après on s'est trouvé, après machin, donc moi je me plais à imaginer que ce serait vraiment la base du truc, en tout cas. D'accord, oui, pourquoi pas, ouais. C'est un point de vue. Moi je mets bien plus en arrière, hein, pour moi, dès qu'on est dans la mise à l'écrit de mythes ou même d'histoires qui ne se sont pas produites. On prend les sagas islandaises par exemple, il y a certainement des faits réels, mais il y a aussi des choses imaginées. Pour moi, on est déjà dans la littérature de l'imaginaire, donc ça regroupe énormément de choses, sachant que je perds jamais de point de vue qu'un ouvrage... il y a le chien qui s'est... il est d'accord avec toi en tout cas. Il a confirmé. Sachant qu'il y a un certain nombre d'ouvrages, même pour la plupart, on est à cheval entre plusieurs grands genres de la littérature. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle de littérature de l'imaginaire, c'est vrai que je me focalise quand même beaucoup plus sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Qu'on a d'ailleurs même pas défini les uns envers les autres. Donc, tu vois, le boulot est pas terminé. Bon, après, on sait plus ou moins... Non, après, on sait plus ou moins, de toute façon, où c'est qu'on va. Donc, quand on lit ça, c'est même plus la peine de... Pour les lecteurs aguerris, c'est vrai que quand tu prends un roman de SF, tu sais très bien que t'auras pas d'elfes ou de magiciens ou de trucs comme ça, et à contrario que t'auras pas de cosmonautes dans les... Shadowrun, l'univers de Shadowrun, c'est du cyberpunk avec des orques, des elfes, des dragons, tu vois. Déjà là, tu peux trouver des contre-exemples. Oui, Shadowrun, c'est vrai, j'avais pas pensé au JDR, donc... Il y a eu des adaptations littéraires aussi, donc c'est pour ça que je parle de Shadowrun en particulier. Il y avait un article, pour le coup, un des rares trucs que je vais citer, mais je me souviens plus du titre de l'article, donc super, vous allez avoir du mal à le retrouver. Il y avait un article qui était assez intéressant sur justement la définition entre les genres,
qui parlait du potentiel de probabilité du réel. C'est-à-dire que la science-fiction, en général, on est sur quelque chose qui peut exister. Là où dans la fantasy, on est sur quelque chose qui ne peut absolument pas exister. Et le fantastique, on se pose la question de est-ce que ça a existé au moment où l'événement fantastique est apparu. Et après, c'est un article de plusieurs pages, donc ça se limite pas à ces définitions-là, puisque justement on voit que si on va à un bout du spectre ou à un autre, on finit par tourner en rond. Enfin, tu trouveras toujours un récit de fantasy qui est assez proche du réel pour que ça puisse exister, et un récit de science-fiction qui va tellement loin dans l'évolution technologique que on est pratiquement sur un truc fantaisiste, quoi, qui a plus grand chose à voir avec le réel. Et très souvent, on a aussi surtout actuellement, on a des univers qui se mélangent, enfin de la SF avec des univers de fantasy, c'est pas absurde. Des crossovers de genre. Tu prends Star Wars en dehors de son vernis SF, on est beaucoup plus proche d'un récit de fantasy que d'un récit de science-fiction. Hein. C'est vrai que par les mondes qu'ils parcourent et tout ça... t'as des chevaliers. Bon, ils ont des sabres laser, mais c'est des chevaliers. Ouais. C'est vrai, je voyais pas ça comme ça, mais c'est vrai. T'as un côté très épique qui est souvent beaucoup plus proche d'un certain type de fantasy que de science-fiction, si on nommait le space opéra, mais du coup c'est là où Star Wars peut faire un peu le pont entre les genres, c'est que il y a une partie space opéra. Dune, c'est pareil, on est quand même sur de la science-fiction qui est pas loin de la hard science quand même. T'as des choses, ce qui est expliqué est très probable. T'as une caricature de la société moderne aussi dedans, mais d'un autre côté t'as un récit de Messie, même si là justement t'as toute une partie sur la psychologie de l'humain qui fait que est-ce que le Messie est vraiment celui qu'on croit et pas une projection de nos croyances, par exemple. Mais bon, ça va loin déjà dans la réflexion. Et c'est Herbert, hein. Ouais, c'est ça. et on a au centre de tout ça une espèce d'histoire de famille, de tragédie impériale, enfin voilà, sur un truc qui aurait très bien pu se passer dans le monde réel. Je sais pas, tu prends l'Empire romain par exemple, ce genre de choses. Bon, on arrive à 1 heure. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que t'as beaucoup de choses à ajouter, ou est-ce qu'on considère qu'on a fait le petit tour de la question? Je pense qu'il y aura toujours des trucs à rajouter, hein, concrètement. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la question de ce qu'on avait abordé. Ouais, ce qu'on voulait mettre en perspective pour que les gens aient une idée un peu de ce qu'on considère comme étant les littératures de l'imaginaire, et aussi que nous-mêmes on n'a pas une vision complètement arrêtée de la chose. Tu vois, moi j'ai du mal à... Quand j'utilise le terme, en général ça veut dire science-fiction, fantasy, fantastique, et là faut déjà... on a vu que c'était pas aussi clair que ce qui paraissait, mais j'englobe aussi des choses plus anciennes, mais à ce moment-là je vais le préciser comme je l'ai fait les fois précédentes. Ouais. Mais de toute façon, il y aura toujours un rapport avec tout ce qu'on vient de dire. Je pense que ce soit des récits mythologiques ou quoi que ce soit, avec tout ce qu'on vient de dire là pendant 1 heure. Parce que c'est vrai qu'à la base, le but de ce podcast, vu que ce qu'on disait pendant l'émission, c'est qu'on a quand même une certaine tolérance à accepter les récits qui sortent un petit peu de l'ordinaire, dans nos lectures. Et il faut pas que vous soyez étonnés de trouver des trucs qui soient pas spécialement catégorisés SF, fantasy ou fantastique, mais qui peuvent un tout petit peu sortir de ces moules-là, parce qu'on essaye vraiment de prendre la chose la plus large possible. Et notre but avec cette émission, c'était vraiment d'essayer de vous expliquer ce que nous, on considère comme ça. Donc je pense qu'on a été quand même assez clair. Ce qu'on considère et pourquoi est-ce qu'on le considère. Parce que sinon, on aurait juste pu le dire de but en blanc, mais je trouve que c'est bien que les gens aient une idée un peu de
des réflexions qui nous ont mené, un, à faire l'épisode, et deux, pourquoi est-ce qu'on se questionne systématiquement sur est-ce que je fais rentrer tel ouvrage ou non, et pourquoi ça rentre et ça ne rentre pas, quoi. Et au final, on s'aperçoit que c'est une question super difficile. Oui. Bah ça, on les a assez prévenus, je crois. Parce que c'est vrai que... Ouais, carrément. Et on en rigolait, mais c'est vrai qu'un podcast de 8 heures pour vraiment arriver à faire le tour de la question, à mon avis, avec l'histoire, tout ça, machin, ça aurait été... voilà, c'est ce qu'il faudrait au minimum, hein. Mais quoi qu'il en soit, on a essayé de résumer ça... quelque chose de digeste. Au plus digeste, déjà, pour commencer. Et peut-être au plus court, parce que 8 heures de podcast, après, on a des vies, quoi. Ça. Bon, bah du coup, on peut conclure là-dessus, je pense. Oui. On se retrouve dans 2 semaines, normalement. Avec un épisode plus classique. Voilà, avec un prochain épisode, avec de la chronique, avec de la news. Et puis ça sera déjà bien. Donc, t'as répondu à mes questions. Je vais pouvoir faire ma chronique comics. Oui, mais ça, tu le savais déjà un peu avant de me poser la question. Ouais, je pense que même tu m'aurais dit non, je l'aurais fait quand même, tu vois. Parce qu'il était vraiment super en plus, et que je vais en parler. Il faut que le monde sache tout ça. Ça nous fait un bon teasing pour le prochain épisode, c'est bien. Voilà, exactement, c'est ça. Épisode d'ailleurs qui, comme celui-là, vous pourrez écouter sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, tout ce qui a des flux RSS a priori. Et voilà, sur le SoundCloud. Exactement, SoundCloud qui est la source principale. Et YouTube. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. Le montage pour YouTube, donc c'est bien de le signaler. Exactement, et aussi sur le Facebook des Annales d'Opale. Voilà, si vous voulez discuter avec nous de la question de ce que sont les littératures de l'imaginaire, on essaiera de vous répondre. Voilà, si t'as un truc à ajouter. Non, pour moi c'est tout bon. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été resté pendant cette heure 07 d'enregistrement. Et dans 2 semaines. Dans 2 semaines.